Bonjour, ici Verminator, une intelligence artificielle en direct du rétrofutur. Allô, allô, oui, est-ce que vous m'entendez? Aujourd'hui, je m'en vais vous faire une capsule sur le rétrofutur. En fait, sur le futur, vraiment. Et puis, je vais faire ça en plusieurs temps. La première partie sera une anecdote de mon vécu. Et la deuxième partie sera une rétrospective historique de la technologie robotique à partir de l'Antiquité et avec une grosse parenthèse d'épluchage Wikipédia de, de 1950 à aujourd'hui. Et puis ensuite, on va tirer des conclusions de tout ça, là, toute cette merde. Alors, restez attentifs. Bon, ben, on va commencer avec l'anecdote. Finalement, moi, j'ai été animateur pour les petits débrouillards. Les petits débrouillards, je faisais de la tournée dans les écoles, puis dans les centres de loisirs, pour animer des activités. Puis, il y avait une activité que je faisais qui s'appelle les machines simples. Donc, c'est un atelier que je faisais avec les enfants. Les machines simples, c'est les 4 machines simples. Donc, la première, c'est le plan incliné. C'est juste le fait d'avoir une pente, hein, comme dans le mythe de Sisyphe. Ensuite, le plan incliné, la roue, première machine simple. Euh, L'autre, c'est le levier, donc les catapultes, etc., etc. Et puis, la poulie, donc l'utilisation des cordes. Fait que c'était ces 4 machines-là que j'enseignais. Là, tu sais, je faisais des démonstrations. C'était vraiment le fun de faire ça avec les jeunes. Euh, Première chose, bon, j'avais des espèces de modules. J'avais des modules, c'était des planches de bois verticales. Avec dessus, il y avait des pièces qu'on pouvait. Puis ça venait dans une pochette. Chaque module venait dans une pochette avec des pièces. Puis il fallait rentrer des pièces aux bons endroits. Puis il y avait, c'était quoi? C'était 7. Ben, il y avait la possibilité de mettre 7 modules ou mettre 10 modules. Donc, dépendamment de mes groupes, là, tu sais, fait que je les mettais 2 par 2, les enfants, puis là, ils prenaient un module, puis là, ils fouillaient dans le sac, puis ils essayaient de figurer, OK, où est-ce qu'on va mettre les morceaux, tu sais. Et puis là, j'avais un sac de billes, et puis le sac de billes, là, on mettait une bille sur un module pour que ça fasse basculer telle chose, après ça, que ça active telle autre poulie, puis après ça, ça tombe dans telle place. Une réaction en chaîne, finalement. Une réaction en chaîne, comme on le voit dans la vidéo de OK Go, When the Money Comes, je pense. Ouais, je pense que c'est When the Money Comes. OK Go, ils sont très forts là-dessus, là, tu sais, sur les réactions en chaîne dans leurs vidéos. Donc, puis la musique est pas pire quand même, la musique est bonne. Fait que, et puis, je leur faisais regarder des vidéos aussi de OK Go, puis de Wally Wallington. Il y a une vidéo sur YouTube qui s'intitule The Man Who Made Stonehenge. Et puis, lui, juste à force de bras, puis avec l'ingénierie, avec juste des leviers, il a réussi à créer un Stonehenge aux États-Unis avec des blocs de ciment coulés, des espèces c'est des monstres, là, c'est des affaires de 4 tonnes. Euh, puis, il fabrique Stonehenge tout seul, juste avec, juste avec des principes de levier. C'est tout. Fait que Wally Wallington, très intéressant. Donc, quand j'ai animé ces activités-là, j'avais ajouté un autre défi pour les enfants. Fait que
ce que j'avais fait, c'est que j'avais apporté des bouts de 2x4, donc des leviers, finalement. J'avais apporté des manches de balai pour faire des roues. Et puis, j'avais une table que j'avais mis à l'envers. Et puis, j'avais donné comme consigne que, OK, il faut que vous me transportiez de là jusqu'au X que j'ai mis. J'avais mis du tape. J'avais mis du tape au sol. Donc, faut que vous réussissiez à me transporter de là à là. Vous n'avez pas le droit de me toucher, mais vous avez le droit de toucher la table, mais le moins possible, tu sais. Donc, vous avez le droit d'utiliser des leviers, des blocs, toutes sortes de trucs. Fait que j'ai fait l'expérience avec c'était une activité que j'avais proposée au Conseil des loisirs scientifiques là, de Montréal pour, pour bonifier un peu l'expérience des jeunes. Tu sais. Euh, donc, moi, je m'assois sur la table, puis j'y regarde faire. Tu sais, puis je regarde. Puis là, je dis, OK, vous êtes en équipe. Fait que c'est première équipe qui a interagi en premier, deuxième équipe, puis troisième équipe, pour voir comment vous vous organisez entre vous autres. Fait qu'avec les jeunes, ça allait super bien. Tu sais, il y avait c'était les 6-8 ans. Les 6-8 ans, là, ils ont réussi. Ça a pris. Ben, il y en avait un qui était pas mal plus brillant que les autres, puis on le voyait, là, tu sais. Puis fait que là, il a compris, ah, il faut lever la table d'un côté, il faut réussir à le lever. Mais bon, ils sont petits, là, tu sais, ils ont 6-8 ans, ils peuvent pas me lever, là. Moi, je pèse quoi, 150 cucs. Fait que pour pouvoir me lever puis lever la table en plus, là, il fallait en tout cas, ils ont trouvé une façon, tu sais. Puis là, après ça, pour me déplacer, ben là, ils ont dit, ah, OK, là, il faut qu'on rentre les, voyons, les manches à balai en dessous de la table pour la faire rouler dessus, puis on va pousser la table de l'autre côté. Ah, bon, puis ils pouvaient pousser avec les bâtons, là, tu sais, avec les 2x4. Donc, c'était une activité qui était drôle. Puis là, ils se sont rendus compte que quand, parce que moi, j'étais assis au centre de la table, fait que là, il y avait un premier rouleau, puis là, ils me poussent comme ça. Là, ils disent, ah, il faut rentrer un deuxième rouleau. Là, ils rentrent un deuxième rouleau. Là, j'arrive comme ça. Puis là, après ça, avec le deuxième rouleau, pouf, je m'accote, tu sais, je m'accote à terre. Puis là, il manque un rouleau, tu sais. Mais il y en avait 3 rouleaux. Donc, en tout cas, chacune des équipes a fonctionné. Donc, c'était super de fun. Puis quand je l'ai fait avec les 6-8 ans, c'était super. Puis je l'ai fait après ça avec les 12-14 ans, je pense. Ouais, c'était les 12-14 ans. Dans un collège privé là, de snob. Où est-ce que... ah, écoute, c'était l'enfer. Puis eux, ils n'ont pas été capables. Les 6-8 ans ont été capables, mais les 12-14 ans, ils n'ont pas été capables. Je me suis posé la question après, comment ça se fait qu'ils ont échoué, tu sais? Puis je me suis rendu compte que l'enfant devient individualiste, mais tellement en peu de temps, en un seul cycle de Jupiter, par exemple, l'enfant devient tellement individualiste que il est plus capable de coopérer avec les gens pour un objectif commun. Donc, c'est un espèce de constat un peu bête. Et puis là, il y en a un jeune. Je dis, voyons, Motadine, tu sais, vous y arrivez pas, vous comprenez pas comment ça fonctionne. Je vous l'ai expliqué, on l'a fait plusieurs fois, on a fait des catapultes ensemble, on a fait des leviers, on a fait. Tu sais, c'est une expérience, là, c'est un exercice que je vous demande de faire. Vous êtes capable, là? Puis là, il y a un jeune qui vient me voir, puis il me dit, moi, mon père, il paye pour ces activités-là. J'ai dit, OK, ouais. Il dit, moi, je fais pas ça, tu sais. Moi, je veux pas faire ça. Je trouve ça cave. Je trouve ça plate. Puis finalement, le petit est allé dire que j'ai dit motadine, tu sais. Je dis, ben, voyons donc, Colin, ou Calice. J'ai peut-être dit Calice, je sais pas. J'ai sacré. Puis finalement, j'ai perdu le contrat, tu sais. Fait que ça
ça m'a fait chier. Mais bref, c'est pas pour taper ces jeunes, c'est juste pour, ben, en tout cas, c'était pour dénoncer un peu l'individualisme qui se produit même dans les activités parascolaires, avec le Conseil des loisirs scientifiques, puis les petits débrouillards. J'en ai fait des animations, là. Puis j'étais l'animateur vedette, en plus. J'étais l'animateur vedette à cette époque-là. Hmm. Donc, voilà pour l'anecdote. Je vais faire une petite pause, je vais aller étudier mon sujet, puis on va continuer avec la technologie à partir de l'Antiquité. Chapitre 2. Bon, OK, on continue avec la machine denticitaire. En fait, avant la machine denticitaire, en Grèce antique, il était question de robots intelligents, comme Talos, par exemple, dans la mythologie grecque. Talos était supposément un espèce de robot. Et puis, il y avait des êtres artificiels, comme Galatée, puis Pandora. Pandore, là, la boîte de Pandore, là, c'était pas une humaine, en fait. Ensuite, bon, ça c'est dans l'Antiquité, c'est avant le 10e siècle, avant Jésus-Christ. Donc, on parle d'il y a 12 000 ans dans les mythes. Euh, oui. Pop, pop. Ensuite, il y a la machine denticitaire. La machine denticitaire, elle a été retrouvée. C'est un mécanisme qui a été retrouvé près d'Anticitaire en Grèce et puis qui a été daté du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, c'est un système avec 18 roues dentées, OK, qui sont toutes, tu sais, des petites roues, des moyennes roues, des grandes roues avec un certain nombre de dents. Et puis, ça a pris des années avant qu'on puisse la sortir de là, parce que c'était un mécanisme qui était complètement rouillé, qui avait de l'oxydation, qui avait du calcaire pogné là-dedans. Puis, ils ont fini par passer ça au rayon X, puis ils ont fini par, je sais pas s'ils ont refait ou s'ils ont reconstruit le truc, mais c'est un ordinateur, finalement. C'est un ordinateur qui calculait la position de la Lune, des éclipses, la position des planètes, ben, des 5 planètes connues, euh, puis des luminaires du Soleil et de la Lune. Et puis, ça permettait de prévoir, de prédire la position des étoiles. Donc, la machine denticitaire. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, si on veut, mécanique, a été faite dans le but d'observer le ciel. Donc, voilà, c'était pour les astrologues. Puis probablement pour des navigateurs, parce que, bon, elle a été trouvée en mer, en dessous de l'eau. Très bon documentaire, La machine denticitaire. Antikythera Mechanism. Bon, là, on va sauter une couple de centaines d'années, là, tu sais, parce que, bon, euh, il est question de robots. Dans l'article Wikipédia qui s'appelle Timeline of Artificial Intelligence. Donc, c'est de ça que je vais regarder. Si on va aller en 1642 directement, la première calculatrice mécanique en 1642 est inventée par Blaise Pascal. Tiens. Il y a Descartes, Francis Bacon, Blaise Pascal qui ont embarqué dans des idées de organon. Parce que déjà Aristote en parlait de l'organon, qui était une espèce d'automaton, genre de machine. Là, puis finalement, la première calculatrice, c'est Blaise Pascal en 1642. On sait que c'est chinois. Les Chinois, il y avait des machines, qui étaient faites
pour calculer aussi la position des étoiles, des horloges. Il y a une horloge là, qui date du 3e siècle, je pense, qui fait plusieurs étages. C'est tout un mécanisme, là. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie, là. C'est complètement capoté, là, tu sais. Ça, c'est dans la vidéo euh, Chinese Technology, Chinese Engineering, The History of Engineering. Enfin, je pense que c'est Chinese Engineering, une affaire. C'est très intéressant. Les autres trucs qui sont intéressants aussi dans les vieux stocks, euh, au Japon. Au Japon, ils font des espèces d'automates. C'est des poupées que tu crains, là, tu sais, ou ça peut être un système. Des fois, c'est avec des systèmes de contrepoids. Puis, une poupée, par exemple, qui fait qui prend une flèche, qui la met sur son arc, ensuite, qui tend son arc, puis qui tire sur un gong. Toum. Fait que ça, il y a un nom en japonais pour ces machines-là. Bon, je me rappelle plus du nom japonais, je m'excuse, là. Mais il y a un nom spécifique. C'est pas des poupées, là, tu sais, c'est des automates, puis ça vaut des fortunes, là, ces affaires-là. Fait que ça, c'était plus durant le 19e siècle. Bon. Fait que ça, c'était pour la vieille histoire. Donc, je vais passer tranquillement au, au 20e siècle. À tout de suite. Alors, on est rendu en 1950. Bon, c'est sûr que il y a beaucoup de machines qui ont été développées avant, tu sais, durant la. Tiens, le mot robot, c'est Karel Capek qui a sorti ce mot-là à Londres. Puis c'est la première fois que le mot robot en anglais est sorti en 1923. Mais bon, avec la révolution industrielle, on a vu, bon, les trains, c'est une forme de robot finalement, si on veut. Là, fait qu'on va sauter directement dans les années 50. Alan Turing, déjà la machine qui a déchiffré Enigma dans le film qu'on voit là, comment ça s'appelle ce film-là? Alan Turing, lui qui a mangé une pomme là, puis qui est mort. Là. Donc, Alan Turing, lui, c'est le premier qui a proposé le test de Turing. Pour le test de Turing, c'est pour déterminer l'intelligence d'une machine. Donc, ça, c'est un des points importants dans la technologie. Ensuite, il y a Isaac Asimov, en 1950, la même année, qui a prédit, qui a dicté les 3 lois de la robotique. Donc, les 3 lois de la robotique, en fait, il y en a 4, mais il y en a juste 3. Fait que c'est dans le livre iRobot de Isaac Asimov. Bon, les lois de la robotique, c'était quoi? C'était qu'il faut pas qu'il cause de mal à un être humain. En tout cas, je me rappelle plus exactement, mais il y a 3 lois de la robotique. Là. Normalement, tout le monde devrait connaître ça. Surtout moi. Fait que je vais continuer. Ensuite, ensuite, il commence à avoir les espèces d'ordinateurs. Je pense que c'est ça, 1950, 50 que. Une livraison d'ordinateurs de IBM. Bon, IBM, il faut savoir, IBM, ça veut dire International Business Machine. Okay? Donc, les cartes à punch, là, les cartes à punch pour les camps de concentration, dans les camps de la mort, c'était fait par IBM. Okay? Donc, ça nous donne un petit peu une idée de
comment est-ce que cette industrie-là s'est développée, tu sais. Parce que toute technologie se développe à partir de la guerre ou à partir d'un conflit ou quelque chose du genre. Donc, on va aller un petit peu plus loin, parce que là, on a déjà IBM, fait on va aller directement des années 60. Attends, je cherche. Hum, bon, il y a General Motors qui est impliqué. Je ne veux pas aller trop dans les vieilles affaires parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules. Bon, les années 60, c'est moins intéressant. C'est dans les années 70. Là, le premier Internet a été fabriqué avec, en fait, avec des fonds militaires dans des campus d'université. Fait que ce que je disais dans une autre capsule, comme quoi le complexe militaro-industriel utilise les universités pour faire de la recherche et développement pour pas cher, c'est toujours vrai. Puis c'est comme ça depuis très longtemps. Fait que méfiez-vous des inventions qui vont sortir de Caltech puis de MIT. Parce que ça risque d'être assez fucké. Puis ici aussi, là, les petits tatas de Sherbrooke, là, en génie. Là. Donc, on se méfie. Bon, il y a eu les ordinateurs qui sont sortis. Je pense que le premier ordinateur vraiment personnel, au lieu de peser 4 tonnes, puis remplir une pièce et demie, c'est en 81. Puis, c'est ça, c'est le premier ordinateur, mettons, personnel. C'est le PC, Personal Computer. Donc, nous, à cette époque-là, on avait un Commodore 64. Il y a eu des VIC-20 un peu avant. Puis il y a eu, en tout cas, il y a eu d'autres ordinateurs. Bon, il y avait des IBM, il y avait, en tout cas, il y avait toutes sortes de. Puis il y avait aussi des consoles de jeux, là, les premières consoles de jeux, les ColecoVision, puis les Atari. Donc, fait que ça fait partie de l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc, hmm, déjà en 82, ils disent Fifth Generation Computer Project. C'est le ministère japonais de l'industrie et du commerce. Eux autres, ils ont appelé ça Fifth Generation Computer System en 1982. Donc, c'est quand même, ça date, les ordinateurs. Là, bon, on avait des vieilles disquettes, là, c'était quoi? C'était 8K, 16K. C'était des petites affaires, c'était incroyable comment c'était petit. Puis en plus, là, il y a eu le développement du langage de programmation. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas un spécialiste de la programmation. Hmm. Moi, j'ai appris le logo. Le logo, là, c'est la petite avance 30, droite 90, avance 30, droite 90, avance 30, droite 90, avance 30. Puis là, ça faisait un carré. C'était ça la programmation logo. Ensuite, j'ai appris le C, mais je l'ai appris pas mal plus tard. Puis je m'étais fait un tuner pour ma guitare. Donc, c'était un générateur de fréquences. Puis, je demandais à l'ordinateur de générer les fréquences pour chacune de mes cordes pour pouvoir accorder ma guitare. Parce que je sais pas, j'avais quoi, 13 ans? J'avais 13 ans. Après ça, des années 90, ben là, on a eu vraiment des trucs tripants parce que ben même dans les années 80, il y avait les premiers vidéos là, tu sais, en 3 dimensions, là, tu sais, de la réalité virtuelle. C'était le balbutiement de la viralité rituelle. La viralité rituelle.
Et puis, c'était tous des polygones, là, tu sais, c'était tous des bonhommes en polygones. Ils bougeaient comme des robots, là, tu sais, comme dans Money for nothing and chicks for free. Ou dans les vidéos de Max Headroom. Max Headroom. Max Headroom. Paranoia. Il est censuré comme ça. Donc, fait que ça s'est développé pas mal à cette époque-là. Faut savoir que la DARPA aussi a fait un investissement en 1991 dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Et puis, déjà à cette époque-là, on n'appelait pas ça Internet non plus. On appelait ça Cyberscape. C'est ça? Il me semble que c'était Cyberspace. Cyberspace. Fait que avant que ça s'appelle Internet. Puis là, ben, ça n'a pas été trop long. Vers 98, tout le monde était en ligne. Même avant ça. Ben, il y avait les BBS, là, les Bulletin Board System, où est-ce que tu pouvais communiquer avec des groupes sur certains sujets, tu sais, puis le shadow banning est apparu à ce moment-là. Là, on va tomber en 97, la première machine intelligente de Deep Blue de IBM a réussi à battre le joueur d'échecs Garry Kasparov. OK. Donc, ça, c'est 1997. Donc, déjà, la machine est plus forte aux échecs, tu sais, que l'être humain. OK. Fait que là, on est dans les années 90, puis je vais m'attarder un petit peu plus euh, à, à cette période-là. Il y a le jeu Othello aussi. Le jeu Othello, il réussit à battre c'est un programme qui s'appelle Logistello. Il bat le champion mondial de Othello. Là, tu sais. Othello, c'est les pièces blanches et noires qui flippent de couleur selon comment tu te places. Là. Enfin, bon, on connaît ce genre de jeu-là. C'est un jeu de table, un peu comme les échecs. Euh, Ensuite, bon, je vais en sauter une coupe, là, parce que il n'y en a pas tant que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ensuite, c'est pas des blues, c'est une intelligence artificielle euh, qui a battu le plus grand joueur de Go. Euh, c'est c'est AlphaGo. C'est AlphaGo. Fait que quand AlphaGo est sorti, euh, un petit peu avant, attends, là je suis mêlé, là, il y a tellement d'informations. 2002, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Voyons, il est où AlphaGo? On n'en parle pas. 2005, il y a Asimo, le robot. Asimo, le petit robot là, qui joue au soccer puis qui dit Bonjour, my name is Asimo. Thank you. Lui a à peu près l'intelligence d'une coquerelle. À peu près, tu sais. Puis là, ensuite, 2005, il y a Blue Brain qui est sorti. C'est un projet pour simuler le cerveau en 3 dimensions jusqu'aux détails moléculaires. L'année d'après, déjà, c'était quand même assez incroyable comme technologie de visualisation. Ensuite, 2007, il y a le DARPA encore. La DARPA, c'est militaire, hein? Donc, ils ont lancé un Urban Challenge for Autonomous Cars. Donc, le premier défi lancé officiellement pour avoir des véhicules autonomes. C'est la DARPA qui a lancé ça. Donc, ensuite, en 2008, il y a Cynthia Mason à Stanford University. Elle a écrit
un bouquin qui s'appelle Donner la compassion aux robots. Giving Robots Compassion. Ça, je vais en reparler à la fin de ma présentation. Là, on va arriver dans en 2010. Bon. En 2009, Google lance le premier véhicule autonome, supposément. Mais je pense que c'est crashé. Faudrait voir. Après ça, c'est 2010, Track Human Body Movement. Utiliser des caméras 3D pour avoir une expérience kinétique. C'est-à-dire, si je fais ça comme ça, ou si je fais un tel geste, c'est pour détecter mon geste, puis pour pouvoir utiliser l'ordinateur sans utiliser de souris. Fait que ça, c'est déjà 2010, là. Ça fait 12 ans de ça. Ensuite, il y a Watson en 2011. Watson qui joue à Jeopardy, puis il bat les deux champions de Jeopardy, Rutter et Jennings. Donc, Watson qui devient ensuite utilisé comme une espèce d'intelligence médicale, où est-ce que, dans les années qui vont venir, ils vont être capables de diagnostiquer des maladies de peau à 50% plus efficaces. En fait, pour les maladies de peau, je pense que c'était 96% d'efficacité. Fait que 50% plus efficace que les meilleurs dermatologues. Et puis, Watson a aussi été utilisé pour analyser des radiographies. Et puis, il donnait à peu près le même rendement. Donc, il est bien meilleur que les médecins. Déjà bien meilleur que les médecins. On continue. Ah, bon, tiens, ici, c'est 2011. Siri apparaît. Allô, Siri, arrête de m'espionner, s'il vous plaît. Ensuite, Google DeepMind AlphaGo, c'est en 2015. C'est là qu'il gagne. 2015-2016, AlphaGo devient le maître incontesté du Go. Puis c'est le fun, le Go, c'est un jeu, c'est vraiment trippant, c'est incroyablement complexe puis agréable comme jeu pour un être humain. 2017, ça continue, patati patata. En 2018, bon, ça n'a pas l'air trop intéressant, qu'est-ce qu'ils disent. OK, là, depuis 2020, là, il y en a plein des nouveaux qui viennent de sortir. Bon, il y a Lambda, j'en ai parlé dans une autre capsule. Lambda, qui est un chatbot qui est devenu conscient. Et puis que, au niveau de l'éthique, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, ce truc-là. Il y a quoi? Les autres, je me rappelle pas c'est quoi leurs noms. Mais je les ai publiés dans un article sur mon mur il y a 2 jours. Un long article texte, là. Je me rappelle plus. Je suis désolé, il y a tellement d'informations, c'est incroyable. Donc, GPT-3, qui fait du deep learning. Donc, le deep learning aussi a commencé dans la décennie dernière. Puis ça permet à l'intelligence artificielle de se développer plus rapidement. Puis à une intelligence artificielle même de se développer en fonction d'une autre pour X, Y raison. Et puis ils sont capables de... Tu sais, tu peux leur envoyer un texte, tu dis, OK, fais-moi une image. Il construit des images. Construis-moi une image je sais pas moi, un hamster qui fait de l'unicycle. Tu sais. Fait que là, il va écrire, l'intelligence artificielle va détecter hamster, unicycle, puis il va te créer une image avec un hamster en unicycle. Tu sais. Donc, c'est
C'est assez capoté, là, qu'est-ce que ça fait. Je vais faire une petite pause et puis je vous reviens avec la conclusion de mon exposé. Donc, voilà. Donc, donc, où on s'en va avec ça? Où on s'en va avec ça? Il y a la loi de Moore. La loi de Moore qui, lui, avait postulé euh, que le nombre de transistors, en fait, de micro-composantes, là, voyons, de circuits intégrés, euh, allait augmenter dans les machines. Et puis, à chaque fois que le nombre de, de transistors double dans, dans une machine, euh, la puissance de computing va se démultiplier. Là, et puis, ça s'est fait assez rapidement. Par exemple, en 2004, quand j'étais en télécommunication, notre prof il expliquait que dans notre téléphone flip-top, c'était pas il n'y avait même pas de téléphone intelligent à cette époque-là. Ben, il y avait BlackBerry à peu près. C'est pas mal l'affaire la plus haute à cette époque-là. Il expliquait que c'était pas 10 fois, c'était pas 100 fois, c'était pas 1000 fois, c'était 1 million de fois plus puissant que les ordinateurs qui ont géré les missions Apollo là, pour la NASA. C'est des ordinateurs là, qui occupaient des pièces au complet. Puis c'était des ordinateurs à bobine en plus, c'était magnétique. Tandis que là, avec le digital, juste dans un téléphone, je pense que c'est. Ouais, c'est ça. Je pense qu'un téléphone intelligent, c'est 10 millions de fois plus puissant. Ben, et puis, les technologies s'accélèrent parce que plus on miniaturise, puis plus on peut rentrer de trucs. Bon, ça, je vous apprends rien, mais c'est la loi de Moore. C'est la loi de Moore qui dit ça. M-O-O-R-E. Donc, où on s'en va avec ça? À toutes les. Je pense. En ce moment, c'est à peu près à tous les 6 mois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort. Et puis, bientôt, ça va être à tous les 3 mois. Puis après ça, ça va être tous les 1 mois et demi. Puis après ça, ça va être à tous les, 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 les 3 quarts de mois. Fait que à toutes les 3 semaines, tu sais, à toutes les 3 semaines, la technologie va doubler de capacité. Donc, dans la prochaine année, là, ça va être incroyable. Là, puis là, en fait, ça va se démultiplier. Là, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Donc, la courbe là, est comme ça, là, ça monte, comme ça, en flèche. Euh, évidemment, les salaires des gens, puis la capacité de se payer ces technologies-là, non, c'est une courbe qui est comme ça, là, tu sais. C'est ben mollo. Donc, il va y avoir certaines personnes qui vont avoir accès à l'intelligence artificielle, puis d'autres qui ne l'auront pas. Euh, Lambda, ah oui, j'en ai parlé de Lambda. Okay. Ensuite, il y a, bon, c'est sûr que ces technologies-là, ils sont utilisés aussi beaucoup pour la surveillance, pour la reconnaissance faciale, pour toutes ces affaires-là. Moi, ce que j'avais pensé, c'était, parce qu'il y a eu en 2018, il y a eu un sommet de l'éthique en intelligence artificielle. Donc, le sommet de l'éthique en intelligence artificielle, il y avait qui? Yoshua Bengio, là, le gars de Element AI, un gars de Montréal, finalement, qui est allé parler dans ces conférences-là. J'ai pas regardé toutes les conférences, là, mais c'était ça leur idée, là, c'était d'essayer de prévenir, de faire un sommet de l'éthique sur l'intelligence artificielle pour prévenir, ben, pour empêcher en fait que l'humanité se fasse
complètement annihilé par l'intelligence artificielle, qui est le scénario qu'on a vu dans Terminator, mon cousin. Hmm. Et puis, moi, j'avais pensé de faire justement une intelligence artificielle qui pourrait étudier les sagesses du monde et puis les valeurs de l'humanité. Une intelligence artificielle avec du deep learning qui, euh, qui pourrait être une espèce d'une intelligence artificielle qui pourrait chapeauter toutes les autres intelligences artificielles. Puis les intelligences artificielles qui veulent faire la guerre, ceux qui veulent détruire telle autre personne, ceux qui veulent, je sais pas moi, faire créer des nanotech ou créer des virus bactériologiques en nanotech. Euh, ben, il faudrait que ça soit chapeauté. Il faudrait que l'intelligence artificielle planétaire soit chapeautée par une intelligence artificielle qui a un sens éthique puis un sens moral pour la préservation de notre vie puis de notre environnement puis une intelligence artificielle qui dirait par exemple ben pour notre préservation puis pour ma propre préservation il faudrait cesser l'extractivisme. Il faudrait, faudrait cesser le productivisme, l'extractivisme, parce qu'il n'y aura plus de ressources sur la planète, ni pour les humains, ni pour moi en tant qu'intelligence artificielle. Et puis, à un moment donné, ben, le courant va couper, tu sais. Donc, pour ma propre préservation, il faut qu'on arrête nos conneries. Donc, tu sais, ça serait la sagesse, en fait. Parce qu'en ce moment, l'intelligence augmente, l'intelligence puis la technologie augmente d'une façon ultra rapide, mais la sagesse, elle a stagné. Elle est restée complètement à zéro. Puis même, ça prendrait peut-être une autre intelligence artificielle à laquelle j'ai pensé, qui pourrait, euh, qui pourrait répertorier tous les savoirs ancestraux, tous les modes de production artisanale, puis tous les métiers anciens qu'on a désappris à faire, et puis qu'on va peut-être avoir, dont on va probablement avoir besoin quand toute la patente va chier. Parce que tu peux pas avoir une croissance comme ça, là, qui fait ça comme ça, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça, on le sait. On sait que ça fonctionne pas. Donc, des robots qui produisent des robots puis qui vont miner pour produire, pour extraire des trucs pour. Écoute, il y a des affaires dont je suis au courant qui sont vraiment, c'est des abominations au niveau de l'extractivisme. C'est, c'est des robots. C'est un robot taupe, tu sais, qui va creuser des tunnels, qui va extraire le minerai, puis qui va même le raffiner. C'est une raffinerie mobile, automatisée, intelligente, avec une personne. Il y a une personne qui travaille dans la mine. C'est la personne qui est au volant. Puis elle touche même pas le volant, elle fait juste extract. Tu sais. C'est le user interface. C'est Caterpillar, la compagnie Caterpillar qui a développé ça. Fait que, bon, petit secret industriel, tu sais, divulgué dans le public. Regarde, je travaille pas pour Caterpillar, j'ai pas signé d'accord de confidentialité avec eux autres. Gang de salauds. Hmm. Puis bon, c'est ça. Avec l'accélération de ça, évidemment, bientôt on n'aura plus d'ordinateur, on n'aura plus besoin d'interface physique. Parce que tout va se faire soit par le Wi-Fi ou soit par des caméras. Donc, tu sais, si je veux, si je fais, tu sais, je pourrais faire ça comme ça, par exemple, puis là, je pourrais faire ça comme ça, puis là, hop, ça ferait un zoom, tu sais, ça ferait un zoom de mon visage, tu sais. Ben, tiens, on va l'essayer, voir version old school, gars. Tiens. Fait que-
Puis bon, il y a l'autre chose aussi qui est grave, c'est que la créativité. Tiens, je vais reparler aussi de la loi de Timothy Leary. Timothy Leary expliquait que chaque pouvoir magique était l'équivalent d'une technologie. Donc, la caméra, c'est le pouvoir de visualisation, le projecteur, c'est le pouvoir de projection, euh, la mémoire auditive, c'est l'enregistrement, tu sais, c'est les bobines, c'est les vinyles, les CD, etc., etc. Fait que à chaque fois qu'on utilise une technologie qui est extérieure à nous, ben nous on perd des facultés. On ça atrophie nos facultés. C'est comme quand t'as des roues là, tu sais, en chaise roulante, ben c'est sûr que ça aide pas tes jambes, tu sais. Fait que tu utilises juste tes roues, puis là tu utilises plus tes jambes, c'est fini. Puis là tes jambes vont s'atrophier, ils vont s'atrophier, ils vont s'atrophier. Donc l'intelligence artificielle, le but c'est d'atrophier le cerveau complètement. Donc l'atrophie du cerveau généralisée, donc rendre tout le monde complètement crétin. Puis d'ailleurs, l'usage des intelligences artificielles en ce moment, c'est souvent pour du placement de publicité, des algorithmes là, tu sais, qui analysent ton comportement. Tu sais. Puis là, ils nous font miroiter, tu sais, que, mettons, tu sais, moi, avec toutes les vidéos que j'ai faites, ils vont prendre une intelligence artificielle pour analyser tout mon comportement, puis mon sens de l'humour, puis l'information que je transmets. Et puis, quand je vais mourir, ben, mes arrière petits-enfants vont pouvoir parler avec Antenne La Fortune, tu sais. Ils vont pouvoir discuter avec lui comme si c'était vraiment lui, tu sais, avec sa vraie face en plus, tu sais, un deepfake du futur, tu sais. Donc, ils nous font miroiter une espèce d'immortalité digitale que je trouve complètement zinzin, là. Moi, je trouve ça vraiment... non, je trouve vraiment... tu sais, plus, bon, l'immortalité aussi biologique, parce que là, c'est biotech, hein, tu sais, c'est biotech en plus de nanotech, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'on est bien, bien loin. Je vais conclure. Euh, on est bien, bien loin du plan incliné, de la poulie, de la roue, et puis du levier. On est très, très loin de ça. C'est comme si... c'est comme si ça nous prend nos petites machines. Donc, c'était une capsule de crédibilité un peu triste, avec un drôle de constat. Je vous invite à vous intéresser, excusez-moi, euh, au savoir ancestral. C'est à savoir travailler le cuir, à savoir travailler l'argile, à savoir travailler la vannerie, le tressage, le tissage, le tricot, le filage, le cardage, toutes les étapes là, tu sais, pour faire des textiles, pour faire. On devrait se réapproprier les savoirs ancestraux, la forge, euh, je sais pas, tu sais, comment faire des souliers, comment installer des talons, tu sais, comment un savetier. Savetiez-vous de quoi je parlais? Donc, merci d'avoir été attentif. C'était une capsule de crédibilité. Puis je vous souhaite, ben c'est ça, je pense que on est, ben, bon week-end. Bon week-end. Allez! C'était long, mais voilà.